moi je vais vous parler un peu d'une forme extrêmement énergétique de la lumière, qui sont les rayons gamma. En fait, c'est la forme la plus énergétique de la lumière. Et ce que cette lumière, ces rayons gamma, nous apprennent sur les confins de l'univers, et surtout sur un mystère qui est à présent vieux d'un siècle maintenant, qui date de 1912, qui est la découverte du rayonnement cosmique par Victor Hess en 1912. Ce rayonnement cosmique qui bombarde en permanence la Terre, qui est essentiellement composé de protons, c'est-à-dire d'hydrogène dépouillé de son électron, l'hydrogène étant l'élément le plus abondant dans l'univers. Et il bombarde en permanence la Terre et semble venir de toutes les directions. Et il ne semble pas connaître non plus de limite en énergie. Donc non seulement il est isotrope, comme on dit, il vient de toutes les directions, mais en plus, si vous détectez un de ces rayons cosmiques et que vous regardez avec un télescope classique, disons même le télescope le plus puissant comme Chandra ou Hubble, dans la direction de ces rayons cosmiques, eh bien vous ne verrez rien. C'est vraiment un des plus grands mystères pour la physique moderne actuelle. Donc ces rayons cosmiques extrêmement énergétiques, fort heureusement, quand ils arrivent au sommet de l'atmosphère, ils sont absorbés, c'est-à-dire qu'ils vont collisionner avec un atome d'oxygène ou d'azote. Et dans cette collision, se créera toute une cascade de particules moins énergétiques qui se développera dans l'atmosphère et dont une petite partie peut atteindre le sol et y contribuer à la dose ambiante de rayonnement que vous absorbez quotidiennement. Fort heureusement, les rayons cosmiques ne contribuent qu'à l'ordre de 10%, disons, de la dose que vous absorbez quotidiennement, la majorité venant de la radioactivité naturelle, le radon et des choses comme ça. Néanmoins, ces particules-là, énergétiques, eh bien, vous en avez, pour vous donner un ordre de grandeur, vous en avez une dizaine par seconde qui traversent la surface équivalente de votre main en permanence. Évidemment, cette dose va augmenter si vous montez dans l'atmosphère, si vous allez au sommet d'une montagne, ou encore mieux, ou disons pire, si vous prenez un vol transatlantique de longue durée, eh bien, cette dose va considérablement augmenter, et là, vous aurez l'équivalent d'une radio médicale si vous prenez l'avion et volez à 12 km pendant plusieurs heures. Donc, ces rayons cosmiques, je vous disais, n'ont pas l'air d'avoir une limite en énergie. Je vous représente ici le flux de ces rayons cosmiques, c'est-à-dire leur nombre par unité de surface. Vous voyez que, fort heureusement pour nous, leur flux tombe vertigineusement avec l'énergie. Elle tombe, grosso modo, comme la troisième puissance de l'énergie, ce qui veut dire que quand vous montez d'un facteur 10 en énergie, eh bien, le flux va tomber d'un facteur 1000. Ici, une énergie un peu, disons, symbolique, ce serait de regarder le flux de ces particules-là à l'énergie à laquelle le LHC au CERN accélère également des protons pour faire des collisions et où on a découvert le boson de Higgs. Eh bien, cette énergie-là, qui est de l'ordre 10 puissance 14 électronvolts, vous avez une particule par mètre carré et par jour qui vous parvient au sommet de l'atmosphère. Maintenant, la particule la plus énergétique que nous n'ayons jamais mesurée est 1 milliard de fois plus énergétique que ce que l'on sait faire au CERN, et le flux de ces particules-là est de 1 particule par kilomètre carré par siècle. Et on ne sait pas si l'univers est capable de créer des particules encore plus énergétiques, ou bien est-ce que c'est nous qui sommes limités dans nos moyens de détection. C'est une des choses que nous aimerions savoir depuis très longtemps. Alors, je vous disais que les objets, que ces rayons cosmiques ont l'air de venir de toutes les directions. Nous avons toutefois une petite idée des objets cosmiques qui seraient capables de mettre en place ces mécanismes qui permettraient d'accélérer des particules aux très hautes énergies. Ces objets seraient notamment des objets extrêmement denses, très compacts, où les champs gravitationnels seraient beaucoup plus puissants que ceux que nous savons faire sur Terre. Vous savez que la force gravitationnelle, c'est sûrement l'une des seules forces que nous ne savons pas manipuler en laboratoire. On peut changer les champs magnétiques, les champs électriques. Par contre, la gravitation, ça, il n'y a que la masse qui sait faire ça. Donc, j'aborde ici deux types d'objets extrêmement compacts. Les étoiles à neutrons, qui sont les objets issus de la fin de vie des étoiles massives, qui sont l'état de la matière le plus extrême que nous puissions connaître, en fait, puisque ces étoiles à neutrons, ou pulsars, eh bien, 1 cm3, c'est-à-dire l'équivalent d'une cuillère à café, eh bien, pèserait 100 millions de tonnes. Vous compressez quasiment l'intégralité de la masse d'une étoile dans un volume qui ferait, disons, le rayon de l'Île-de-France. La pesanteur à la surface de ces objets-là serait 100 milliards de fois
la pesanteur de la Terre. Ce sont des chiffres absolument colossaux. L'autre objet dont je voudrais parler ici, qui sont des objets qui sont beaucoup plus lointains que les pulsars qui sont proches, qui sont dans notre galaxie, c'est les trous noirs supermassifs. Nous sommes à l'heure actuelle convaincus que chaque galaxie dans l'univers contient en son centre un trou noir qui aurait la masse équivalente de entre 1 million et plusieurs dizaines de milliards de masses solaires. Alors évidemment, là, on ne parle plus des mêmes valeurs, c'est des champs gravitationnels encore plus intenses. Et nous avons vu, comme le disait François juste avant, nous avons vu dans ces systèmes-là, il peut y avoir émission d'un jet de matière relativiste qui là accélère les particules non pas à des vitesses de l'ordre de quelques centaines de kilomètres par seconde, mais là c'est des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Alors je vous disais au début que ces rayons cosmiques ne semblaient pas avoir de direction privilégiée, alors que ces objets-là, nous savons très bien où ils sont. Donc il y a une petite contradiction là. On aurait bien aimé que ces rayons cosmiques pointent vers ces objets-là ou ces objets-là. Eh bien ils ne le font pas, et la raison est probablement simple, c'est que si un de ces accélérateurs crée un rayon cosmique, un proton disons, qui serait émis en direction de la Terre, eh bien cette particule va, lors de son périple, soit interstellaire si c'était une étoile à neutrons, soit intergalactique si c'était un trou noir, va rencontrer des champs magnétiques à très grande échelle, et ces champs magnétiques vont dévier sa trajectoire au fur et à mesure de sa progression de l'univers. Et si un jour elle arrive par miracle sur Terre, eh bien sa direction ne sera plus du tout celle de l'objet qu'il a émis. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour étudier mieux ces phénomènes-là? Eh bien, on aimerait bien que, de temps en temps, un de ces protons accélérés collisionne avec un autre proton, et on sait, dans cette physique des collisions, que l'on connaît très bien, se créent des très grandes quantités de rayons gamma et de neutrinos, qui, eux, vont avoir l'avantage de se propager en ligne droite, et donc repointer vers leur source. C'est pour ça que les neutrinos et les rayons gamma nous intéressent beaucoup. Alors, les neutrinos sont notoirement difficiles à mesurer et à utiliser pour faire une astronomie, alors que les rayons gamma, eh bien ça, nous savons faire, puisque les rayons gamma ne sont jamais que la partie la plus extrême, disons, du spectre électromagnétique, dans lequel le visible, il ne faut pas l'oublier, n'est vraiment qu'une toute petite partie. Si nous avions des yeux sensibles aux rayons X et aux rayons gamma, notre univers serait très très différent. Donc les rayons gamma sont vraiment l'énergie, enfin la forme la plus extrême de la lumière. Et tout comme dans l'astronomie classique, nous avons deux types d'observatoires pour observer ces rayons gamma. Nous avons des observatoires spatiaux et des observatoires au sol, les deux ayant des avantages et des inconvénients à peu près identiques à celles de l'astronomie classique. Donc pour détecter les rayons gamma dans l'espace, au laboratoire Le Prince Ringuet de l'École Polytechnique, nous avons construit de cet énorme appareil qui pèse 4 tonnes, nous avons construit et développé les calorimètres qui servent à mesurer l'énergie des rayons gamma. Donc Fermi a été lancé en 2008 et c'est une mission qui est censée durer une dizaine d'années. Ici vous avez l'échelle humaine, donc ce n'est pas un satellite très grand, par contre il est extrêmement lourd à cause de la masse nécessaire pour mesurer les rayons gamma. C'est une collaboration internationale dirigée par la NASA. Et au sol, nous participons à l'un des 3 seuls observatoires existants au monde qui peuvent détecter les rayons gamma depuis le sol. C'est l'observatoire Hess, situé en Namibie, qui fonctionne depuis 2004, disons, et qui est constitué de 5 télescopes, dont le télescope que vous avez ici, c'est le plus grand réflecteur existant au monde. C'est un télescope dont le miroir fait 28 diamètres. Vous avez ici l'échelle humaine, disons, lors de l'inauguration, il y a 2 ans, du très grand télescope. Et pour cela, le laboratoire Le Prince Ringuet a construit les caméras, qui sont des capteurs ultrasensibles qui pèsent également quelques tonnes, qui servent à détecter donc ces rayons gamma. Alors, je n'ai pas de temps pour vous en parler beaucoup, mais ici, vous avez une carte du ciel, telle qu'elle est vue par les satellites Fermi. Alors maintenant, donc cette carte du ciel est en coordonnées galactiques, ce qui veut dire que le centre de la galaxie est au centre de cette carte, et que la latitude 0 ici, c'est la Voie lactée, si vous voulez. Et maintenant, l'exercice que nous avons fait, c'est nous avons regardé les rayons gamma observés par Fermi, et nous avons tourné des télescopes en direction de ces rayons gamma pour voir s'il y avait quelque chose à cet endroit-là que nous connaissions. Eh bien, toutes ces icônes ici que vous avez sont en fait des objets connus, et donc miraculeusement, ou par grande chance, plus des 2/3 des directions des rayons gamma sont associées avec des objets astrophysiques connus. Des pulsars, des restes de supernova, et je vous résume cela pour terminer sur ce transparent qui vous donne la répartition des objets
associés avec des rayons gamma que nous mesurons, eh bien les blazars, qui sont ces fameux trous noirs extragalactiques, constituent 60% des reconstructions des rayons gamma. Les pulsars, de manière curieuse, sont une petite minorité. Alors ce qui est très curieux, c'est que, en fait, c'est que nous avons pu associer les trous noirs supermassifs avec nos rayons gamma, mais pas tous les trous noirs supermassifs. Certains émettent et certains n'émettent pas. Nous avons des idées là-dessus. Et c'est pareil pour les étoiles à neutrons. Certains émettent ont une forte luminosité gamma, mais pas toutes les étoiles à neutrons. Donc là, comme disait François, fort heureusement, il y a encore de quoi faire de la recherche. Mais le plus grand mystère à l'heure actuelle, c'est vraiment celle-ci. C'est un tiers des sources gamma que nous avons observées n'ont pas de contrepartie connue astrophysique. Et ça, c'est un très grand débat à l'heure actuelle, à la fois en cosmologie, puisque certains théoriciens nous disent que ça pourrait très bien être en fait de la matière noire qui serait à l'origine de ces rayons gamma-là. Donc nous combinons ici, disons, les aspects cosmologiques, les aspects fondamentaux de la physique et l'astrophysique classique, tout ça récupéré dans les rayons gamma astronomiques. Je vous remercie.